Rappelez-vous ce jour de décembre, où un froid glacial avait saisi Paris, figeant la France entière dans une tristesse nationale devant l'église de la Madeleine. Une foule compacte mêlant chefs d'État et fans transis s'était amassée pour accompagner Johnny Hallyday vers sa dernière demeure. Pourtant, au milieu de ce vacarme médiatique et des pleurs, une absence assourdissante pesait bien plus lourd que tous les éloges funèbres. Jean-Jacques Goldman manquait à l'appel. Pas une apparition au funérarium, pas une ombre à l'église, pas un seul communiqué de presse de la part de l'homme qui avait pourtant offert au taulier ses hymnes les plus éternels. Ce silence radical avait heurté une partie de l'opinion publique jugée incompréhensible, voire d'une brutalité inouïe pour les admirateurs. Mais 9 ans plus tard, en ce mois de janvier 2026, le voile se lève enfin. Devant les caméras de France, celui qui vit en ermite depuis plus de 2 décennies, brise enfin l'omerta. D'une voix toujours aussi posée mais vibrant d'une émotion qu'il tente de contenir, il prononce cette phrase qui résonne comme une sentence « Nous étions de 2 planètes différentes ». Une confession d'une simplicité biblique mais qui dissimule un gouffre de complexité. Pourquoi cet artiste qui a fui la lumière comme d'autres, fuit la peste, a-t-il choisi l'ombre absolue? A-t-il orchestré sa propre disparition par dégoût ou par nécessité vitale? Pourquoi refuser les lauriers pour s'enfermer dans l'anonymat? Ce soir, nous ne nous contentons pas de gratter la surface, nous plongeons dans les abysses de l'énigme. Jean-Jacques Goldman. Pour décrypter cette retenue qui lui colle à la peau, il est impératif de remonter à la source, là où le silence n'était pas un choix, mais une condition de survie. Jean-Jacques Goldman voit le jour en octobre 1951, à Paris, au cœur d'un foyer où l'histoire avec un grand H a laissé des cicatrices indélébiles. Son père, Alter Moïse Goldman, juif polonais et héros méconnu de la résistance, lui transmet une valeur cardinale qui guidera toute son existence. La discrétion est une vertu, la gloire est un danger mortel. Sa mère Ruth incarne la douceur protectrice, mais cet équilibre familial précaire vole en éclats lors d'un drame sanglant en 1969. Son demi-frère aîné Pierre Goldman, intellectuel révolutionnaire et figure incandescente de l'extrême gauche, est abattu froidement en pleine rue à Paris. Ce meurtre, qui ne sera jamais véritablement élucidé, agit comme un électrochoc dévastateur sur le jeune Jean-Jacques. Il comprend instantanément dans sa chair que l'exposition publique peut littéralement tuer. Ce traumatisme originel cimente sa méfiance viscérale envers la célébrité. Destiné initialement à une vie rangée après de brillantes études à l'EDES, il glisse vers la musique presque par accident comme une échappatoire. L'aventure débute avec le groupe Tai Fung où sa voix haut perchée fait des merveilles sur le titre Sister Jane, avant qu'il ne tente sa chance en solitaire. En 1981, le titre « Il suffira d'un signe » marque le début d'un raz-de-marée qui ne s'arrêtera plus. Quand la musique est bonne ou Envole-moi deviennent instantanément des classiques. Les tubes s'enchaînent à une cadence infernale, transformant ce garçon maladivement timide en idole absolue. Pourtant, il détonne totalement dans le paysage bling-bling des années 80. Pas de frasques, pas de costumes à paillettes, juste un jean usé et une chemise blanche immaculée. Il refuse catégoriquement le statut de star, revendiquant celui d'artisan de la chanson. C'est cette humilité féroce qui séduit Johnny Hallyday en 1986. Alors que le rocker cherche désespérément un second souffle, Goldman lui offre sur un plateau l'album Gang, un chef-d'œuvre. Plus qu'un simple succès commercial, c'est une véritable résurrection artistique pour Johnny, avec des monuments comme « Je te promets » ou « L'envie ». Goldman ne se contente pas d'écrire des notes. Il offre aux rockers une épaisseur nouvelle, une poésie virile et sensible que personne n'avait su capter auparavant. Il enchaîne ensuite les triomphes, fondant le mythique trio Fredericks Goldman Jones et propulsant Céline Dion sur le toit du monde avec l'album « 2 ». À l'aube des années 2000, il est au zénith intouchable adulé. C'est précisément ce moment qu'il choisit pour tout arrêter brutalement.
Le véritable mystère Goldman débute là où tout le monde pensait enfin le cerner. En 2004, sans tournée d'adieu larmoyante, sans communiqué de presse grandiloquent, il quitte la scène et disparaît littéralement des radars médiatiques. Pendant plus de 20 ans, ce silence devient une légende urbaine. La France entière s'interroge pourquoi un homme au sommet de son art choisit-il l'effacement absolu. Les rumeurs les plus folles enflent dépression sévère, dégoût du système exil, fiscal honteux. En réalité, ce retrait n'est pas une fuite, mais une quête obsessionnelle de cohérence. Depuis l'assassinat de son frère Goldman, a toujours entretenu un rapport conflictuel avec son statut de porte-parole malgré lui. Il ne voulait pas être un guide, juste un musicien. Son engagement précoce pour SOS Racisme en 1984, dicté par une pure conviction humaniste, lui laisse un goût amer en bouche. La droite le taxe de propagandiste, la gauche lui reproche sa tiédeur. « Je suis juste un citoyen qui chante », confiera-t-il profondément blessé par cette instrumentalisation politique. Il découvre alors que la sincérité ne pèse pas lourd face aux étiquettes médiatiques. Ce désenchantement s'étend rapidement à l'industrie musicale elle-même. Le triomphe planétaire de l'album 2 en 1995 dissimule en coulisses une guerre de l'ombre sans merci. Une bataille juridique féroce l'oppose à sa maison de disques pour la maîtrise absolue de ses droits d'auteur. Goldman gagne le procès conservant le contrôle total de son œuvre, mais il perd ses dernières illusions sur le business de la musique qu'il juge cynique. Il réalise que l'industrie est prête à trahir l'esprit de la création pour une simple part de marché. Puis, il y a l'aventure des Enfoirés. Pendant des décennies, il en fut l'âme, le moteur infatigable, le gardien du temple. Mais son départ brutal en 2016 révèle une fatigue morale profonde. Selon ses proches, il ne supportait plus ce qu'il appelait le « spectacle de la charité », cette obligation perverse de transformer la bonté en divertissement télévisuel chronométré. Loin des projecteurs, il s'installe d'abord à Marseille, puis à Londres, cherchant l'anonymat d'une vie banale. En 2023, quand la presse à scandale invente une maladie cardiaque imaginaire ou une ruine financière, ses amis démentent fermement et avec mépris. Jean-Jacques va très bien. Il vit simplement pédalant dans les rues de Londres ou du sud de la France, libre du regard pesant des autres, savourant ce luxe ultime qu'il a acheté au prix de sa gloire, la normalité. Et puis, en ce mois de janvier 2026, ce que personne n'espérait plus s'est produit. Un véritable miracle télévisuel. Jean-Jacques Goldman a accepté de briser le sceau du secret sur le plateau de France 2. Il n'avait rien à vendre, aucun album à promouvoir, aucune tournée des stades à remplir. Il est venu pour une seule et unique raison, parler de Johnny Hallyday. Sa voix a légèrement vieilli, mais sa lucidité reste tranchante comme au premier jour. Johnny m'a offert sa confiance absolue, confie-t-il. Il balaie alors d'un revers de main les fantasmes d'une amitié fusionnelle pour livrer une vérité plus belle encore. Nous n'étions pas amis au sens courant du terme. Nous ne partagions pas le même quotidien ni les mêmes excès. Mais il m'a appris le courage. Cette phrase prononcée sans trembler bouleverse la France entière. On y lit la reconnaissance muette d'un homme incapable de flatterie, qui rend hommage à un guerrier de la scène. Certains lui avaient reproché d'attendre la mort de l'idole pour parler. Ils comprennent soudain que c'était par pur respect. Goldman ne pleure pas à la télévision. Il refuse l'indécence des larmes mises en scène pour l'audimat. Nous étions différents, mais nos musiques, elles se sont parfaitement comprises. À cet instant précis, la nation redécouvre celui qu'elle croyait avoir perdu, un poète sans costume, un témoin fidèle à sa pudeur légendaire, qui n'a pas besoin de mourir pour entrer dans la légende. À 74 ans, Jean-Jacques Goldman mène une existence que la presse qualifie souvent de minimaliste, mais qui reflète en réalité une stratégie patrimoniale d'une redoutable intelligence. Depuis son retrait en 2004, il a bâti une forteresse financière invisible, loin des excès du show business. Ses revenus ne dépendent plus de sa présence physique sur scène, mais d'un catalogue d'œuvres titanesques qui travaillent pour lui nuit et jour. Plus de 300 chansons, dont certaines génèrent encore plusieurs centaines de milliers d'euros par an, grâce aux droits d'auteur versés par la SACEM.
C'est une machine parfaitement huilée. Ses compositions pour Céline Dion, Patricia Kaas, Florent Pagny ou Marc Lavoine lui assurent une rente perpétuelle. Selon les estimations croisées de Forbes France et Challenge, la valeur globale de ses droits musicaux dépasserait largement les 100 millions d'euros. Pourtant, cherchez les signes extérieurs de richesse, vous ne les trouverez pas. Goldman n'a rien du millionnaire flamboyant. D'abord à Marseille, puis dans la banlieue résidentielle de Londres, il cultive l'anonymat total, se fondant dans la masse. Un appartement sobre, des vêtements fonctionnels, un vélo plutôt qu'une collection de voitures de sport italiennes. Il investit discrètement dans l'immobilier familial, mettant notamment une propriété dans le sud de la France au nom de son épouse, Nathalie Tu Wang Laguier. Ses 6 enfants, Caroline Michael, Nina Maya, Kimi et Rose, sont les héritiers directs d'une succession déjà rigoureusement organisée par des avocats londoniens et parisiens conçus pour éviter tout conflit futur. Sur le plan juridique, Jean-Jacques Goldman a toujours défendu la protection stricte de ses œuvres avec une féroce intégrité. Dès 1996, il avait déjà refusé la cession de ses bandes master à un géant américain, un geste rare à l'époque. En 2018, il s'oppose publiquement à une utilisation publicitaire de ses titres, estimant qu'une chanson née de la sincérité ne peut pas servir à vendre des yaourts ou des assurances. Cette position morale renforce son aura d'artiste intouchable. Sa fortune ne se mesure pas seulement en euros, mais en indépendance totale. Contrairement à de nombreux artistes de sa génération, il n'a ni dette colossale, ni litiges fiscaux. La Cour des comptes a même cité son cas comme un exemple rarissime de gestion patrimoniale saine dans le milieu culturel. La comparaison avec l'héritage de Johnny Hallyday est inévitable et cruelle. Là où le rocker laissait derrière lui un empire morcelé, criblé de dettes et une famille déchirée par les procès médiatiques, Goldman laisse une architecture juridique d'une clarté cristalline. Une société de gestion solide des contrats transparents, une répartition équitable prévue de son vivant, tout est fait pour que la paix règne après lui. Sa philosophie économique tient en une phrase qu'il répétait jadis « Gagner de l'argent, c'est bien. Ne pas en dépendre, c'est mieux. » Récemment, le magazine Le Point a révélé qu'il aurait refusé une proposition de rachat de son catalogue, estimé à 150 millions d'euros par Universal Music. La raison est simple, il refuse que ses chansons deviennent de simples actifs financiers spéculatifs sur le marché boursier. Cet acte à contre-courant total de la logique actuelle où Bob Dylan ou Bruce Springsteen vendent, tout confirme qu'il reste fidèle à lui-même, libre, cohérent et incorruptible. Ses proches décrivent un homme qui se contente de peu pour lui-même, mais qui garde un œil attentif à la transmission finançant discrètement des fondations pour l'éducation musicale, sans jamais apposer son nom sur les bâtiments. C'est ça la méthode Goldman. Son capital le plus précieux réside dans cette alchimie improbable, avoir su métamorphoser le triomphe planétaire en une invisibilité totale, et changer la célébrité en une souveraineté absolue. L'instant précis où Jean-Jacques Goldman a brisé son mutisme légendaire restera gravé dans les annales télévisuelles comme une suspension temporelle vertigineuse. C'était un soir glacial de janvier le 14, sur le plateau feutré de la chaîne publique, dans une atmosphère électrique. Ce programme spécial, baptisé avec une élégance minimaliste « Les non-dits », a pulvérisé les records d'audimat captivant plus de 6 millions de Français. À l'effacement du générique, le choc est visuel, un patriarche à la chevelure argentée, d'une sérénité olympienne, simplement vêtu d'une chemise azur d'une banalité déconcertante. Nulle mise en scène grandiloquente, nul artifice de star, juste l'homme brut. Face à lui, Anne-Sophie Lapix, avec une audace mesurée, ose l'interrogation qui brûle toutes les lèvres. Pourquoi rompre le vœu de silence après tant d'années d'abstinence médiatique? Une esquisse de sourire, une hésitation infinitésimale, puis cette réplique cinglante de vérité, le mutisme exige parfois sa propre exégèse. Loin de l'aveu larmoyant ou de la promotion déguisée, il s'agissait là d'une transmission, un passage de témoin solennel. Durant 40 longues minutes, il dissèque sa trajectoire, ses ruptures radicales et inévitablement l'ombre de Johnny Hallyday. Son verbe est dépouillé sans fioriture littéraire.
Johnny m'a confié ses démons, lâche-t-il. Ma seule ambition fut de les traduire en mélodie. Il retrace alors la genèse intime de « Je te promets », née d'une confession nocturne au cœur d'un studio désert de Boulogne-Billancourt. Le taulier lui avait lancé cette requête impérieuse. « Écris-moi une chanson d'amour qui ne tremble pas, qui reste debout face au vent. » J'ai saisi instantanément qu'il n'évoquait pas une femme, mais sa propre survie, sa quête éperdue de verticalité. Sur le plateau, une lourdeur sacrée s'abat un silence de cathédrale figeant l'assistance. Aucun violon larmoyant en fond sonore, aucune rétrospective nostalgique, juste le timbre d'un homme revenu de l'oubli pour acquitter une dette de loyauté. Il assène alors cette vérité chirurgicale. Nous ne parlions pas la même langue, mais nos âmes s'entendaient. C'est là l'essentiel. Cette confession d'une humilité apparente bouleverse l'Hexagone. Sur la toile, les séquences deviennent virales, à la vitesse de l'éclair. La presse nationale s'embrase dès l'aube, titrant en lettres capitales sur ce miracle médiatique. Goldman a repris la parole. Fidèle à sa réputation d'insaisissable, il s'évapore sitôt les caméras éteintes, rejetant toute demande ultérieure. Dès les premières lueurs, il fuit Paris pour Londres. Aucun communiqué de presse, nul projet à vendre. Il avait livré sa vérité point final. La réaction du public ne se fait pas attendre, c'est une déferlante. Les ventes de ses œuvres explosent, entre gris clair et gris foncé, et, en passant, reconquièrent les sommets des classements. Même l'album « Gang », taillé pour l'idole des jeunes, refait surface dans le top 10. La critique unanime salue une dignité devenue rarissime. Le monde analyse le phénomène ainsi dans notre ère de vacarme incessant. Goldman démontre que le silence demeure l'expression artistique la plus sophistiquée. Son entourage murmure pourtant que cette exposition eut un coût exorbitant l'épuisement émotionnel et le réveil de vieilles cicatrices. Il aurait glissé à un confident avant son départ « Je n'ai plus d'image à défendre. Seule la musique mérite de survivre. » L'ultime plan de l'émission capture un regard fuyant, une pudeur baissant les yeux, avant un fondu au noir absolu, bercé par les accords de Commensast. Je te promets. Ce soir-là, la nation a compris que les adieux les plus poignants sont ceux qui taisent leur nom. Depuis cette parenthèse enchantée qui a semblé figer le temps, la rumeur s'est tue. Jean-Jacques Goldman s'est de nouveau volatilisé, honorant son serment d'invisibilité totale. Les projecteurs refroidis, l'homme est redevenu spectre. Nul album en gestation, aucune tournée pharaonique à l'horizon, et inutile de traquer sa présence numérique, il reste cette absence sublime dans un univers saturé de connexions artificielles. Paradoxalement, cette vacuité physique densifie son aura. Son silence n'est pas un néant, mais une caisse de résonance amplifiant l'amour que lui porte le public. En 2026, le cas Goldman bafoue toutes les théories du marketing. Il trône toujours au panthéon des personnalités favorites des Français, surclassant des artistes qui saturent pourtant l'espace médiatique de polémiques stériles et de contenus éphémères. Cette loyauté indéfectible atteste d'une vérité perdue, une œuvre peut transcender le mutisme, et l'authenticité brute pèse bien plus lourd que l'omniprésence visuelle. Goldman incarne l'anti-vedette par excellence. Il est la démonstration vivante que l'on peut être chéri pour ses dons et non pour son image. Son empreinte excède désormais le simple cadre de la variété française. Il s'est érigé en patrimoine immatériel façonnant l'inconscient de toute une génération d'auteurs, de Vianney à Clara Luciani, qui revendiquent dans cette filiation dans la sobriété de l'être et la précision chirurgicale du verbe. Au sein de l'instruction publique, ces textes tels que « Né en 17 à Leidenstadt » ou « Comme toi » sont disséqués comme des poésies contemporaines des leçons d'humanisme qui, sous une apparente simplicité, portent une éthique universelle. Dans l'ombre, ces mélodies continuent d'irriguer financièrement des causes caritatives majeures, tandis que ces enfants gardiens vigilants du temple veillent à maintenir cet équilibre précaire entre la discrétion intime et le rayonnement de l'œuvre. Interrogé jadis sur la trace qu'il désirait laisser, il avait répondu avec cette modestie désarmante qui est sa signature « Peut-être quelques chansons utiles, le reste ne m'appartient plus ».
Le terme « utile » acquiert ici ses lettres de noblesse. Il résume une destinée entière: servir sans s'exhiber, aimer sans s'afficher, préférer le statut d'artisan à celui d'idole sacrée. Là où ses pairs quêtent la postérité à grands coups d'éclat, lui a opté pour une disparition lucide, transformant le souvenir en mythe intouchable. Ses œuvres résonnent aujourd'hui comme le miroir d'une France qu'il incarne encore, pudique, solidaire et douce. Son silence, loin d'être un vide, devient un acte de résistance politique et culturelle, celui d'un homme ayant compris bien avant l'heure que la véritable gloire est celle qui avance à pas de velours. Absolument.